Boker Tov, nous sommes le 5 avril 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Daniel, nous commençons cette revue de la presse par le double message de l'autorité palestinienne face à la vague terroriste actuelle. C'est la manchette du Israël Hayom de ce matin, effectivement. Abou Mazen calme les esprits, mais ses conseillers attisent la flamme de l'incitation. Avant le début du Ramadan, le raïs palestinien avait promis qu'il aspirait à un retour au calme, mais dans la Moukata à Ramallah, on envoie des messages totalement différents, selon lesquels Israël projetterait des massacres dans El-Aqsa, sous-entendu sur le mont du Temple, et même dans les mosquées de Ramallah. C'est le message que font circuler les imams, ou certains imams, dirons-nous, palestiniens. Le Israël Hayom nous indique en marge que depuis le début de 2022, 5115 Palestiniens en situation illégale ont été arrêtés par les forces de sécurité à l'intérieur de la ligne verte, et le quotidien gratuit de révéler que la demande de port d'armes dans la population israélienne atteint des taux historiques. Le Israël Hayom avance également une autre menace sécuritaire, les risques d'incendies terroristes en Judée et Samarie qui pourraient profiter de la vague de chaleur actuelle qui déferle sur Israël. Le Yediot Aharonot ne mentionne ce matin qu'un petit titre en encadré dans sa première page. Il se rapporte à une enquête des familles des victimes du terrorisme qui demandent aux médias, mais aussi aux internautes en général, de ne pas diffuser les films vidéo montrant leurs proches à leurs derniers instants dans le cadre, bien entendu, de ces attentats terroristes. Et pour illustrer une photo de Shani Dayan, la cousine de Shirel Aboukarat, la jeune franco-israélienne qui a été assassinée la semaine dernière à Hadera. Et on se penche sur ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes autour de cette tension sécuritaire. L'ancien juge Eliakim Rubinstein écrit que dans la conjoncture actuelle, il ne faut pas écouter les oiseaux de malheur et pyromanes qui attisent la flamme du conflit. L'immense majorité des Juifs et des Arabes d'Israël aspirent à une coexistence pacifique et de souhaiter aux trois religions monothéistes, Pessar Kacher, Ramadan Karim et Bonne Fête de Pâques. Donc c'est le juge Eliakim Rubinstein qui appelle à une coexistence pacifique entre les trois religions monothéistes. Le général de réserve Gershon Cohen se penche ce matin dans son éditorial sur l'efficacité de la barrière de sécurité. Selon lui, cette barrière ne pourra jamais garantir à Israël une sécurité étanche sans qu'elle ne soit accompagnée d'un déploiement massif de force sur toute sa longueur. C'est pourquoi il affirme qu'il faut utiliser les budgets qui pourraient être investis dans la barrière pour renforcer les effectifs de la police et des gardes-frontières. Dans le Haaretz, l'ancien chef du Shin Bet, Ami Ayalon, écrit à Naftali Bennett: seul un accord avec les Palestiniens pourra vaincre le terrorisme. Israël a besoin d'un gouvernement qui comprenne que la prolongation du conflit avec les Palestiniens prolongera également le terrorisme. Enfin, Oad Remo dans le site N12 explique que c'est le djihad islamique qui profite du vacuum laissé par le Hamas pour catalyser l'actuelle vague terroriste. Et le Yediot Aharonot consacre sa manchette ce matin au massacre de Boutcha près de Kiev. C'est encore et toujours son célèbre duo Ziv Koren, le photographe, et Ronen Bergman, le journaliste, qui nous livre les photos des victimes et les témoignages effrayants des rescapés de ces massacres. Nous avons vu de nos propres yeux ces horreurs, écrit Bergman, tandis que la photo de Ziv Koren est terrifiante, celle en première page du journal du Yediot Aharonot. On y voit un bras et une chaussure qui surgissent de la terre dans une fosse commune de Boutcha. Il s'agit d'images que le monde doit connaître et diffuser, écrit le quotidien. Et Limor Livnat de constater dans son éditorial, toujours dans le Yediot Aharonot, que le monde se tait, s'est tu et se taira toujours dans ce genre de circonstances. Elle déplore que des tels massacres commis par des dictateurs tels que Poutine ne fassent pas l'objet d'une réaction immédiate et ferme de la part de l'ensemble de la communauté internationale. Sa conclusion: Israël ne peut compter sur personne d'autre que lui-même pour garantir sa propre sécurité. Le Maariv se demande si après les horreurs de Boutcha, Poutine sera convoqué par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Dans le Haaretz, Uri Bar David écrit que jusqu'à son invasion de l'Ukraine, l'armée russe avait une bonne réputation, mais le conflit a prouvé que Poutine ne connaissait pas vraiment les capacités relativement limitées de son armée. En marge, le site N12 mentionne également dans sa page d'ouverture de ce matin les critiques de l'ancien président Poroshenko envers Israël. Au lieu de soutenir Poutine, Israël devrait nous fournir des armes, à défaut nous livrer des systèmes d'hommes de fer, a déclaré l'ancien président ukrainien.
Un mot de politique avec une information inattendue de la 12e chaîne israélienne qui est reprise ce matin dans le Maariv. Selon ce scoop de la chaîne 12, Naftali Bennett et Yair Lapid auraient conclu un accord selon lequel Bennett sera le responsable unique du dossier nucléaire iranien, même lorsqu'il aura cédé sa place de Premier ministre à Yair Lapid, c'est-à-dire aux alentours du mois d'août 2023. Il convient de rappeler que selon les accords de coalition, lorsque Lapid deviendra Premier ministre, Bennett, lui, devrait devenir ministre de l'Intérieur, mais il aura donc la lourde responsabilité de continuer à gérer l'important dossier du nucléaire iranien. Tout cela, bien entendu, si la rotation se produit à la date voulue. Et puis ce matin, l'affaire Jérémy Cohen, du nom de ce jeune juif de France qui a trouvé la mort dans des circonstances tragiques à Bobigny, est mentionnée dans la presse israélienne. C'est le Yediot Ahronoth qui en parle, il faut l'avouer tout de même en page 23, et qui cite la famille de Jérémy Cohen qui parle d'actes antisémites qui a conduit à la mort du jeune garçon. Le Yediot Ahronoth publie la photo de Jérémy et une image de la vidéo qui prouve qu'avant de percuter le tramway, il était victime d'une agression de la part d'une bande de voyous. Le Yediot Ahronoth souligne que c'est Éric Zemmour, le candidat controversé et juif de l'extrême droite, c'est comme cela que le Yediot Ahronoth le définit, qui a tweeté sur cette affaire, et il se demande pourquoi depuis 2 mois une chape de silence était abattue autour de cette affaire en France. Et puis nous terminons, Daniel, par un adieu émouvant, celui de la championne olympique Linor Ashram. En effet, Linor Ashram a annoncé hier au cours d'une conférence de presse son retrait officiel de toute compétition. Elle a confirmé qu'elle ne sera pas à Paris en 2024 pour défendre le titre olympique qu'elle a brillamment remporté l'an dernier à Tokyo. La voix brisée, mais avec un sourire gêné et timide, Linor a déclaré « Jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment moi, la petite Linor de Rishon LeZion, ait pu remporter la médaille d'or au JO de Tokyo ». Elle a également déclaré « Un sportif doit savoir quand se retirer. J'ai concrétisé mon plus grand rêve, j'ai atteint le sommet. J'ai décidé de rester sur le parcours, mais de devenir entraîneur. » Et bien sûr, on lui souhaite autant de réussite dans sa nouvelle fonction.